Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce débrief. Et donc, finalement, la réunion de Banque Maghreb s'est tenue et tout le monde attendait la décision sur l'autodirecteur. Est-ce qu'il sera relevé pour la 4e fois consécutive? Sera-t-il baissé ou un maintien? Et le Conseil, sous la présidence du Wali Abdelatif Jouari, a finalement décidé de marquer une pause dans les hausses et de maintenir le taux à 3%. Dans une conjoncture économique difficile et surtout incertaine, la décision n'aura pas surpris. L'objectif de la pause étant d'évaluer les impacts, les conséquences des 3 hausses consécutives, l'impact sur l'économie bien évidemment, mais aussi de soulager le gouvernement que le resserrement monétaire n'arrangeait pas vraiment. Dans ses explications, Abdelatif Jouari a indiqué que l'évaluation se fera sur l'offre et la demande de crédit, sur la réaction des ménages et des entreprises, plus d'autres choses aussi. Il faut rappeler qu'en un an, le taux directeur de Banque Maghreb aura tout simplement doublé, passant de 1,5 à 3%, après une longue période de résistance à la tendance mondiale de relèvement des taux directeurs. Mais au-delà des conséquences économiques, quel est l'impact de la politique de la Banque centrale sur la politique économique du gouvernement et sur la capacité de ces derniers à tenir ses promesses électorales et à respecter son programme gouvernemental de création d'1 million d'emplois, d'augmentation des pensions, d'assurer la protection universelle. Donc, plusieurs questions, en plus de celle-ci, auxquelles nous tâcherons de répondre avec nos invités. C'est Abdelatif Komat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Ain Chouk. C'est ça. Voilà, marhaba bik, merci d'être avec nous. C'est Mustafa Al-Jay. Marhaba, merci d'être avec nous. Vous merci êtes pour l'invitation. Enseignant, chercheur universitaire à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Sba. Et vous êtes aussi banquier. Tout à fait. Donc exactement. Vous allez nous éclairer de vos lumières en ce qui concerne les banques et la Banque du Maroc. C'est Abdelghani Youmni. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et donc vous êtes enseignant, économiste, spécialiste en politique publique. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci pour l'invitation. Merci à vous trois. Alors, une question donc à vous trois, comme d'habitude. Donc, après une 3e hausse consécutive en mars dernier, il y a eu cette réunion du Conseil de Banque Maghreb. Et on regarde la conjoncture nationale et aussi du contexte international. Tout le monde y était allé de ces supputations, spéculations, prévisions, réflexions. Vous, finalement, on est arrivé à un maintien, on marque une pause. On commence par vous, si Abdelatif Komat, vous attendiez à quoi et pourquoi? En fait, ce genre de décision se prend en général sur la base d'éléments objectifs. C'est vrai qu'il y avait un certain nombre de signaux, notamment la baisse tendancière de l'inflation, donc on a remarqué à partir du mois de février, mais également ce qui se passe au niveau international. Pratiquement les conseils d'administration des grandes banques centrales américaines et européennes, soit il y a eu une légère augmentation, soit le statu quo. Et donc tout cela, en fait, présageait de l'avis, mais en fait des agences, notamment d'évaluation au Maroc, qui ont émis 2 scénarios, soit le statu quo, soit une légère augmentation. Bon, finalement, on est allé vers le statu quo, qui est justifié avec un certain nombre d'éléments objectifs qu'on va étudier, mais je crois que c'est le rôle de la Banque centrale, chaque 3 mois. En fait, il puise d'un certain nombre d'éléments d'analyse, d'informations qui lui permet de prendre les décisions en fonction des circonstances, bien évidemment en attendant l'évolution pour les prochains mois. C'est Mustafa Al-Jay. Écoutez, moi je rejoins ce qu'a dit le professeur Komat, et je l'avais même dit la veille, je me rappelle, sur une autre chaîne de radio. Je m'attendais à cette pause parce que, effectivement, il y a eu 3 hausses consécutives du taux directeur. On est passé de 1,5 à 3%. Les tensions inflationnistes se sont un petit peu apaisées, mais l'inflation devient maintenant, je dirais, structurelle et surtout une inflation endogène, même si au début il y avait des tensions importées. Et je pense aussi qu'il y avait des conséquences sur l'activité économique. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un brouillard mondial qui se complique davantage et que les entreprises, surtout les TPME, souffrent dans une conjoncture de plus en plus difficile. Rajouter à cela une autre hausse qui va se répercuter, on le verra peut-être dans le détail, sur les taux de sortie au niveau du secteur bancaire. Je pense que c'est une décision très sage de Banque Maghreb. Le temps de faire le point et de voir l'évolution des choses. Marquer une pause, c'est l'expression qui a été utilisée et qui est la même expression utilisée d'ailleurs par la Fédérale Réserve américaine. C'est la même expression. C'est Abdelghani Youmni. Eh bien,
La réponse est dans votre question, parce que vous parlez de conjoncture nationale et internationale. Alors, sur la conjoncture internationale... Moi, je ne sais pas. Ça veut dire que vous non plus, vous ne savez pas. Il y a une partie de la réponse. La conjoncture internationale, si vous voulez, les banques centrales internationales sont arrivées à juguler moyennement l'inflation, puisqu'on a réduit de 2 à 4% dans la plupart des pays du monde. La Fed a opéré des changements sur l'autodirecteur en 10 fois. La Banque centrale européenne en 7 fois, avec des petites remises de 0,25 points. Et là, aujourd'hui, on a une accalmie sur l'inflation internationale. Après, nous avons aussi une baisse des matières premières, que ce soit le pétrole ou le gaz. Le gaz a perdu 2,5 fois de prix de la tonne. Après, sur le pétrole, sur le Brent, on est à $75. Là aussi, on a une baisse tendancielle. Cela a une influence sur les coûts de production dans tous les pays du monde. Donc, oui, effectivement, nous avons une inflation qui se réduit. Au niveau national, nous avons suivi tous les surenchères sur les prix du gasoil, de l'essence, des fruits, des légumes, du lait. Aujourd'hui, là aussi, on a une petite baisse sur ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire des prix qui sont volatiles. Oui, on a une accalmie. Moi, je pense que la décision de Wali Bank al-Maghrib, qui a la réputation de suivre une politique accommodante et très macro-prudentielle, de marquer une pause et de laisser à 3%. On avait les 3% en 2016, ce n'est pas une nouveauté. On était à 3,16, là on revient à 3%. Pendant la période Covid, on l'avait réduit pour des raisons économiques. Oui, il faut relancer l'économie marocaine, sachant que même à 3%, nous sommes sur des taux réels négatifs. C'est-à-dire que nos épargnants épargnent sur des taux réels négatifs parce qu'ils perdent de l'argent avec une inflation de 6 points. Donc on est sur un taux réel de moins 3%. Mais il faut marquer une pause parce qu'on a un secteur immobilier en difficulté, nous avons une économie qui doit repartir, nous avons aussi les ménages qui veulent investir dans l'immobilier, dans les crédits à la consommation. Je pense que c'est une décision très sage. Alors, autre question à vous trois, encore une fois, avant d'entrer dans le vif du sujet. Depuis, d'entrer dans les détails, donc septembre, décembre, mars, augmentation. Et c'est au bout de 9 mois, donc, qu'on décide de voir les impacts. Est-ce que le fait d'avoir pris ces décisions, Abdeltef Komat, n'était pas un peu précipité finalement, même si le terme est un peu fort, alors que 9 mois après, on ne sait pas encore de l'aveu même du Walid Bank al-Maghrib. Alors, est-ce que vous parlez de la décision en amont, c'est-à-dire la décision d'augmenter le taux directeur? Oui, augmenter la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Non, en fait, moi je dirais que c'est au contraire. Le Maroc a été un des derniers pays, au niveau de son environnement, à prendre la décision. Il faut dire que l'inflation a commencé à grimper au début de 2022. Et la première augmentation du taux directeur, c'est en septembre 2022. C'est plusieurs mois après les augmentations du taux directeur, notamment des pays européens, des États-Unis, etc. Peut-être à un certain moment, on faisait même le reproche au Maroc d'avoir justement tardé à prendre la décision. Parce qu'il faut rappeler que les effets, et d'ailleurs aujourd'hui, avec le recul, on peut le dire, l'impact de ces variations, en fait, ne sont pas sur le court terme, le très court terme. En général, on estime à 6 mois jusqu'à 2 années pour évaluer le véritable impact de ces variations de taux directeurs. Donc au Maroc, à l'époque, il fallait prendre ces décisions. Parce qu'il faut dire qu'on a commencé à vivre quand même un taux d'inflation qu'on n'a pas vécu depuis 4 décennies. Depuis 1984, on n'a pas eu un taux d'inflation à 2 chiffres. C'est le taux d'inflation, par exemple, qu'on a eu au mois de février. Donc c'est quand même énorme. Il fallait qu'on réagisse. Bien sûr, le mécanisme, je dirais, en fait, le plus recommandé, le plus utilisé au niveau de l'orthodoxie financière, c'est l'autodirecteur, parce que ça a un impact, notamment sur la circulation, sur la liquidité, qui crée justement ces demandes et ce déséquilibre entre la demande et l'offre qui crée de l'inflation. Et bien sûr, lorsqu'on augmente l'autodirecteur, ça se répercute sur les taux d'intérêt pratiqués par les banques et bien sûr, un impact aussi bien sur la consommation parce que ça rend l'accès à la consommation, je dirais, plus difficile parce que le coût de l'argent augmente, mais également ça encourage l'épargne parce que si on augmente les taux d'intérêt, la rémunération de l'épargne est plus élevée et donc ça encourage également les personnes à épargner et donc ça réduit également la circulation monétaire. Et donc tout cela, je dirais qu'il fallait le faire, on l'a fait. C'est légitime aujourd'hui qu'on marque une pause
Parce que, bon, tout d'abord, il va falloir qu'on évalue justement l'impact de ces mécanismes sur l'inflation, parce qu'on va le voir, il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs qui ont un impact sur l'inflation. Il va falloir qu'on prenne le temps d'évaluer, mais également, il va falloir qu'on donne l'occasion à l'économie de se relancer, parce que autant peut-être en augmentant les taux d'intérêt, on a tendance à vouloir réduire le taux d'inflation, mais en même temps, on réduit l'accès au financement, que ce soit pour justement la consommation qui stimule la demande, mais également pour l'investissement qui stimule la création des richesses et de l'emploi. Et donc, ce sont des mécanismes complexes entre la dimension financière, la dimension budgétaire, la dimension économique. Il y a un arbitrage à faire. Et il faudrait qu'on ait tous les outils pour prendre la bonne décision. Et on ne peut pas dire qu'il y a une très bonne décision, une très mauvaise décision. Chaque décision a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est pour ça que nous avons des instances, que nous avons des structures qui devraient avoir toute la latitude, toute la scientificité pour prendre la bonne décision, de l'évaluer et de faire avancer les choses. Et c'est ce que fait la Banque centrale à chaque fois qu'il en a l'occasion. Sauf qu'en 9 mois, Moustapha Al-Jaï, on n'a toujours pas les impacts. Alors, entendre ce qui a été dit ici en plateau, la première décision de septembre était peut-être parce qu'on avait pris du retard et qu'il fallait, à un moment ou à un autre, il fallait y aller. Oui. La deuxième, c'était parce que, il y avait, à ce moment-là, il y avait des prix qui étaient très élevés. Et puis la troisième, en mars, intervient après cette inflation à 2 chiffres dont parlait si Abdeltaïf Komates. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a été, que les décisions sont véritablement prises sur des principes nationaux, enfin sur des bases et un contexte national, ou plutôt par réaction? Est-ce que ça a été, encore une fois, une bonne décision après 9 mois? Est-ce qu'on peut le dire clairement? Oui, tout à fait. Donc les 3 augmentations consécutives se justifient, comme ça a été dit auparavant, de par d'abord la conjoncture internationale, les taux d'inflation que nous n'avons jamais vus depuis 4 décennies, comme l'a dit le professeur Komat. Et puis, on s'est rendu compte que cette inflation, elle est pratiquement devenue un peu structurelle et surtout endogène, parce que c'est une inflation des facteurs de production, des entrants. Donc, les 3 augmentations étaient justifiées. L'impact, effectivement, sur les ménages et les entreprises, on l'a vu, mais partiellement. Je vais vous donner un chiffre, par exemple, les chiffres du premier trimestre 2023, l'encours des crédits à l'économie a quand même augmenté, si vous voulez, de 4%, ce qui n'est pas mauvais. Quand on rentre sur l'impact de l'augmentation du taux d'intérêt, et M. Louaïd Benkamayeb l'avait dit, il y a un certain délai, même si on a augmenté de 150 points de base, au premier trimestre, on est uniquement à plus 53 points de base comparé aux 150 points de base augmentés sur le taux directeur. Et ce sont surtout les crédits de trésorerie, parce que les entreprises agonisent, ont besoin de trésorerie, elles sont demanderesses de trésorerie pour faire face à leurs charges. Donc finalement, le taux n'est pas important pour l'entreprise, la PME, quand vous dites qu'elle souffre. C'est plus l'accessibilité au crédit plutôt que le coût de l'argent. Si vous voulez, la TPME a des grosses difficultés pour accéder au financement, mais même celles qui ont accès, elles l'ont à des taux élevés. Donc ça impacte, si vous voulez, leur rendement et leur rentabilité. Et les taux moyens ont progressé. Nous sommes pratiquement, pour les crédits à trésorerie, on est passé de 4,55 sur un trimestre à 5,1. Si je prends les crédits à la consommation pour les ménages, parce que les ménages consomment aussi, ils achètent des voitures, des téléviseurs, des équipements, etc. On est pratiquement à 6,95. Donc, en dépit de ces augmentations de taux pour calmer un petit peu l'ardeur de la consommation et réduire le taux d'inflation, les encours n'ont pas été très, très affectés. Donc il a fallu, si vous voulez, faire une pause durant juin pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer, surtout que nous sommes dans une conjoncture internationale de plus en plus confuse. Et, comme l'a dit Louaïd Benkamayeb, on verra dans 3 mois l'évolution des choses à ce moment-là. Excusez-moi, je vais encore vous contredire. Moi, quand je circule, je parle à des amis, et vous aussi très certainement, on va plus contester le fait que le frigo a augmenté, que la voiture a augmenté, que le logement a augmenté. Et c'est rare où on entend que le taux de crédit a augmenté. C'est rare qu'on entende ça. Donc, encore une fois, je répète ma question. Oui, en fait, ça dépend. Il y a des consommateurs avertis. Moi, je connais beaucoup de gens, maintenant, quand ils vont demander un crédit immobilier, crédit acquéreur, quand il l'avait auparavant à 4,10 et maintenant il est à 4,95, il voit que c'est 500-600 dirhams de mensualité sur
sur sa traite mensuelle, il réfléchit 2 fois. Donc, il reporte la décision de changer d'appartement ou de changer de maison. La voiture, les sociétés de leasing ont augmenté pratiquement de son point de base. Les gens sont très regardants quand même au coût. Maintenant, ça dépend. Si vous avez affaire à des ménages peut-être pas très regardants, c'est possible. Mais la majorité de gens sont à quelques centaines de dirhams près, surtout que cette inflation a rongé leur pouvoir d'achat. Et vous voyez tous les jours, à tous les niveaux, même la classe moyenne, qui crie haut et fort que son pouvoir d'achat se détériore, que le taux d'inflation a rongé le revenu et ils sont même tirés vers le bas. Alors, Abdelghani Yaouni, revenons un peu au gouvernement. Apparemment, les hausses n'ont pas, surtout la troisième, n'a pas véritablement plu au gouvernement. Ça n'a pas été dit frontalement, mais enfin presque. L'action de Banque El Maghreb est une action à long terme, l'action du gouvernement est une action à court terme. On comprend, il y a un programme à respecter, on le disait en ouverture. Est-ce que vous pensez qu'avec ces 3 hausses, même avec la pause, parce qu'une pause, ça ne veut pas dire que ça va repartir à la baisse, ça peut vouloir dire aussi que ça repart, ça continue sur la hausse. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, c'est vrai que depuis qu'il a présenté son programme, il y a presque 2 ans, il n'y a eu que des problèmes. Il y a eu les sécheresses récurrentes, il y a eu la guerre, il y a eu un tas de choses. Mais est-ce que vous pensez qu'avec ce qui se passe maintenant sur le plan monétaire, est-ce que le gouvernement peut continuer à faire face à ces engagements, oui, à ces promesses? En fait, les tableaux de bord des ménages, de l'exécutif et de la Banque centrale, ce n'est pas les mêmes. Les outils d'analyse n'est pas les mêmes. Le tableau de bord de la Banque centrale, c'est la masse monétaire, et quand il y a de l'inflation, elle réduit cette masse monétaire pour qu'il y ait moins de demandes de crédit, pour que les prix puissent baisser. Après, le deuxième, c'est l'inflation, parce que le rôle de la masse monétaire, c'est de stabiliser aussi les prix. Et puis un autre, c'est aussi les taux de change, très important. Donc là, c'est le tableau de bord. Les ménages ont un tableau de bord différent. Et en fait, les ménages ne comprennent pas ce que c'est que le taux directeur, ce que c'est que l'inflation, que quand ils font un achat à moyen ou long terme. Les ménages s'intéressent au pouvoir d'achat et au prix. C'est comme ça qu'ils analysent l'inflation. Le gouvernement, c'est différent. Un gouvernement, quand il est élu, il est élu sur la base, d'abord, de créer de l'emploi et de créer de la croissance économique, d'abord, et de défendre l'investissement. Donc, ce n'est pas les mêmes. Alors, est-ce que le gouvernement voulait ou pas la troisième augmentation? C'est vrai qu'il ne voulait pas, mais il n'y avait pas de visibilité pour Banque El Maghreb de savoir comment on va pouvoir juguler cette inflation. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a fait des actions budgétaires énormes, pas loin de 70 milliards de dirhams qui ont été mobilisés d'abord pour que le prix de l'électricité n'explose pas comme d'autres pays. Après, il y a eu aussi, pour les agriculteurs, il y a aussi un effort, et puis des efforts sur le gaz butane qui a pris au moins 28 milliards de dirhams. Si vous voulez, il y a eu un travail chacun dans son rôle pour juguler cette inflation et pour la baisser, sachant aussi que le Maroc n'est pas un pays inflationniste. Moi, j'ai publié une étude il y a 2 ans, je crois, où sur 60 ans, l'inflation moyenne au Maroc a été de 4,5% sur 60 ans. Le Maroc n'est pas un pays inflationniste. Le Maroc, c'est un pays agricole, relativement rural, où les gens essayent de vivre et où nous produisons ce que nous consommons, au moins sur le plan alimentaire. On n'a pas du surgelé. Dès que vous consommez du surgelé, vous consommez de l'inflation parce que vous l'amenez à la maison, parce qu'il y a de la valeur ajoutée dedans, il y a de la main-d'œuvre. Nous consommons ce que nous produisons, nous avons de l'agriculture, nous avons aussi une économie informelle qui est très nocive pour la fiscalité et pour les recettes de l'État, mais qui a un élément positif sur l'inflation, parce qu'elle n'accélère pas l'inflation, elle temporise l'inflation. Oui, donc moi je pense que le gouvernement est dans son rôle. Après le gouvernement de promettre de créer 250 000 emplois, il n'y a jamais eu au Maroc de corrélation montrée entre le taux directeur et la croissance économique et la création d'emplois. Vous savez qu'un point de croissance économique au Maroc crée 30 000 emplois. Nous avons 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année et pour tous les absorber, il nous faut 10 points de croissance, 10%. C'est impossible. Il ne faut pas accuser Banque El Maghreb d'avoir ralenti la création d'emplois parce que c'est faux, c'est pas vrai. Il n'y a pas, et en plus de ça, pour preuve, l'investissement au Maroc est un investissement public. Il n'a pas cessé de croître depuis une dizaine d'années. On était à 180 milliards de dirhams, aujourd'hui on est à 248. C'est-à-dire que 2 tiers de l'investissement sont publics.
Et on est le pays qui investit le plus, 30%, mais avec une grosse dominante publique. Donc moi, je ne pense pas qu'il faut s'accuser mutuellement entre Banque El Maghreb et l'exécutif. L'exécutif fait ce qu'il peut, il doit peut-être faire différemment. Banque El Maghreb n'accuse personne. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas... Bon de faire pour l'économie. Oui, mais il n'y a aucun lien, aucune corrélation entre le coût de la monnaie et la création de la croissance économique au Maroc. Je pense que j'ai en face de moi des personnes qui font de l'économie. Tous les deux économistes, oui. Des économistes, et ça fait 30 ans, on sait très bien qu'aujourd'hui, si on veut créer de l'emploi et de la croissance économique, nous avons besoin de changer l'ADN de nos entreprises et faire de la croissance productive, ce qu'on ne s'est pas encore fait suffisamment. On est d'accord avec ce qu'il dit, il n'y a pas de corrélation? Vas-y. En fait, peut-être juste une petite nuance, c'est que j'ai vu un petit peu dans la conférence de presse de M. Jouari, il avait quand même souligné que Banque El Maghreb était attentive à l'emploi et à la croissance. C'est-à-dire, ce n'est pas des silos isolés. Ce n'est pas isolé, mais la forte corrélation proche de 1 n'est pas montrée. C'est clair. Mais quand même, voilà, ça aide et il tient compte parce que, on le verra peut-être tout à l'heure sur l'impact, quand vous avez des taux d'intérêt qui sont un petit peu encourageants, nous l'avons vu sur d'autres formules, la relance de l'investissement est très élevée. Et nous avons vécu... Mais ce n'est pas mesurable, ça. C'est ce qu'il dit, je pense. On peut le voir sur les crédits d'équipement. On peut le voir. Oui, mais l'équipement n'est pas l'emploi, parce que l'équipement est importé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que nous, sur ce qui est importé, on va relancer la consommation. Mais nous, ce qu'on veut, on veut de la croissance de qualité, donc de l'emploi. Et on ne l'a pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste que lorsque les taux d'intérêt sont relativement bas et encourageants, si vous voulez, la dynamique de l'investissement, surtout que nous avons une nouvelle charte, il y a une grande relance qui se prépare et le Maroc a des gros chantiers, notamment, Inch'Allah, la préparation de la Coupe du Monde 2030. C'est des gros chantiers. Dans ce cas, je suis d'accord avec vous. Et là, il y aura tout un effet d'entraînement économique. Il y aura de l'emploi. Donc, il faut l'accompagner. C'est notre histoire. Donc, il y a de l'emploi et de l'investissement. L'investissement productif. Je peux apporter une précision d'une phrase. Une précision d'une phrase, CLG. Parce que beaucoup de Marocains entendent l'investissement public et de tiers. Et en fait, on le sait très bien autour de cette table, et il faut que les gens qui nous regardent le savent, c'est que quand vous investissez un dirham, ça va à des entreprises privées qui créent des infrastructures dans le public. Et à travers l'investissement public, on crée du privé. Sauf qu'elle est dans des infrastructures qui ne sont pas productives après. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que l'investissement privé va à l'entreprise, créer de la valeur ajoutée et de l'emploi. Et c'est vrai que Siljay a raison. Si le Maroc obtient l'organisation de la Coupe du Monde, là, on aura des investissements réels, durables et productifs et créateurs de l'emploi. On espère qu'il l'aura. Si Abdeltif, une corrélation entre taux directeur et création d'emploi. Il faut y croire. En fait, moi, deux dimensions. Tout d'abord, en fait, il ne faudrait pas, peut-être c'est un débat, de mettre en contradiction deux structures, notamment le gouvernement et la Banque centrale, comme s'ils sont sur une position antinomique par rapport à un objectif commun qui est la dynamique économique, le développement et autres. Chaque institution est dans son rôle et je dirais qu'ils sont dans des rôles complémentaires. Moi, je crois qu'au contraire, le fait que, par exemple, la Banque centrale défende à travers des mécanismes, notamment d'augmenter l'autodirecteur, à lutter contre l'inflation, ça ne va pas à l'encontre de l'intérêt du gouvernement. Bien évidemment, selon un angle qui est l'investissement, et ça a été dit par Wali Banque El Maghreb, il a classé, et d'ailleurs selon une étude de la Banque mondiale, l'accès au financement comme le 8e facteur d'investissement. Et aujourd'hui, pour lui, s'il s'agit d'encourager l'investissement, il faut agir sur d'autres paramètres, notamment la corruption, le foncier, les procédures administratives, etc. Et l'accès au financement est le 8e facteur, justement, sur cette échelle-là. Pour dire que, oui, l'accès au financement, c'est important, mais n'est pas le déterminant. On donne. Excusez-moi, c'est un classement international, ça? C'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale. Parce que parfois, je ne sais pas si c'est. La Banque mondiale, elle a fait aussi une étude sur l'eau, etc., pour la zone MENA. Et ce qui est valable pour le Golfe n'est pas valable pour l'Algérie, par exemple. Ça, c'est pour le Maroc. Donc, uniquement pour le Maroc. D'accord, très bien. Parce que c'est vrai, chaque environnement a ses déterminants. Dans le cas du Maroc, aujourd'hui, s'il s'agit d'encourager l'investissement, c'est justement
agir un peu sur ces paramètres. Et bien sûr, l'accès au financement reste un des paramètres, mais n'est pas le plus crucial. Et d'ailleurs, il donne l'exemple, au moment où on était à 1,5 au niveau du directeur, l'investissement n'a pas explosé, pour dire que ce n'est pas ce qui bloque forcément l'investissement. Donc ça, c'est pour dire Il y avait un marasme économique aussi. Pour dire que c'est important. Et je dirais, ça c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est justement le fait de ne pas considérer qu'ils sont sur des positions contradictoires. Pourquoi ? Parce que même le gouvernement n'a pas intérêt, parce que si la Banque centrale augmente les directeurs pour réduire l'inflation, c'est le gouvernement également n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une augmentation à outrance de l'inflation. Donc la Banque centrale va dans le sens du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas intérêt ? Il n'a pas intérêt sur un plan social, bien évidemment, sur un plan social, mais également sur un plan économique. On le voit, Youmni a évoqué les 70 milliards de dirhams de soutien de l'État, justement pour soutenir le pouvoir d'achat, pour soutenir l'électricité, pour soutenir le monde rural, les 10 milliards de dirhams qui sont allés au monde rural, pour soutenir les transporteurs, les 4 milliards de dirhams qui sont allés pour soutenir les transporteurs. Donc, autant l'inflation est augmentée, autant le budget de l'État sera sous pression pour justement faire face à cette inflation. Et s'il est sous pression, c'est au détriment de l'équilibre budgétaire, mais également au détriment de l'investissement. Et donc, pour dire, nous ne sommes pas dans des positions contradictoires pour dire que l'un va à l'encontre de l'intérêt de l'autre. Au contraire, ça devrait être un rôle complémentaire. La dimension monétaire, c'est une chose, et la dimension budgétaire et économique, c'est autre chose. Tout à fait. Ils sont pas antinomiques, ils ne sont pas contradictoires, ils sont simplement complémentaires avec des temporalités différentes. La première bâtie est déjà finie. On se retrouve dans quelques secondes ou minutes pour la deuxième. Allez, on démarre pour la deuxième partie de ce débrief consacré donc encore une fois au taux directeur, à l'augmentation, au maintien, à la pause marquée sur l'augmentation du taux directeur. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on en parle avec Abdeltef Komat, Mustafa Algey et Abdelghani Youmni. Alors, on disait juste avant la pause, Abdeltef Komat, qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de compétition entre Banque El Maghreb et le gouvernement, mais qu'il peut y avoir parfois des temporalités qui sont différentes. Certes. Maintenant, je reste avec vous, Abdeltef Komat. Donc, cette question on en parlait avant l'émission, il n'y a pas que le taux directeur. Il y a aussi autre chose. On focalise sur le taux directeur, mais moi je me pose la question sur, d'abord, si on doit accorder autant d'importance à ce taux directeur, comment ça va se faire ? Abdelghani Youmni parlait d'économie informelle, donc une économie qui fonctionne beaucoup avec le cash, qui a sa propre logique. Deuxièmement, un taux de bancarisation qui est de 53-54%. Est-ce que cet impact est véritablement réel ? Encore une fois, est-ce qu'on peut considérer que la manipulation, l'action sur un taux directeur serait importante, surtout que la grosse partie de l'inflation dont vous parliez pour le mois de février, c'est une inflation d'origine donc sur le denrée alimentaire, qui en partie se passe en cash, dans une économie qui n'est pas informelle, une économie rurale. Est-ce que vous pensez que cette lecture est valable ? En fait, le taux directeur a certainement un impact, mais on ne peut pas en fait lier exclusivement l'inflation au taux directeur, surtout dans un environnement comme le nôtre. Vous l'avez dit, il y a le secteur informel, le faible taux de bancarisation de notre économie. Si on fait un parallèle avec d'autres pays, par exemple, si on prend les États-Unis, qui a une structure différente, l'inflation a été de 8% l'année dernière et on prévoit 4,4% cette année. Chez nous, en fait, on a une inflation en 2022 de 6,6 et on prévoit de terminer l'année avec 6,2, donc une légère baisse. Cela veut dire, malgré que nous avons augmenté nos taux directeurs, ça veut dire que l'impact de l'augmentation directeur ne joue pas au Maroc comme il jouerait dans des économies où ils sont plus monétarisés, plus bancarisés, plus structurés, etc. Donc ça, c'est une réalité. D'accord ? Donc, il s'agit de faire le parallèle. Alors maintenant, en fait, pour le cas du Maroc, effectivement, nous avons d'autres éléments qui expliquent l'inflation. Vous avez évoqué la question des produits alimentaires. Il faut dire que, par exemple, on prend que le mois dernier, le mois d'avril, où le taux d'inflation était de 7,8,
pratiquement, il y avait un taux d'inflation de 16% pour les produits alimentaires et 2 à 3% pour les non alimentaires. Donc notre inflation est liée essentiellement aux produits alimentaires. Et ça, c'est en fait un déséquilibre. Raison de plus, donc pour confirmer pour souligner ce que je disais, est-ce que ça a vraiment un impact? C'est-à-dire que ça, c'est les autres facteurs explicatifs, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande. Parce que, en fait, notre panier, il est essentiellement, en termes d'inflation, lié par la variation des produits alimentaires. Et c'est là où il y a la variation la plus importante, parce que nous avons un déficit structurel aujourd'hui qui se confirme à cause notamment de la sécheresse. Youmni l'a dit tout à l'heure, nous sommes un pays agricole. Nous consommons ce que nous produisons. En gros, nous consommons ce que nous produisons, à part peut-être les importations de produits céréaliers, mais le reste, nous le produisons. Et dès qu'il y a une baisse, bien sûr, de la production, ça crée un déséquilibre entre l'offre et la demande, et ça crée une pression. C'est ce que nous avons vécu ces derniers mois. Une pression sur l'offre, et ça augmente les prix. Et donc, ce sont ces facteurs-là qui explique notamment cette inflation qui a tendance à devenir structurelle parce qu'il est lié à la structure de notre économie, qui est une économie notamment basée sur l'agriculture. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a la variation. Parce que si on voit le taux de croissance, si on voit la variation des différentes composantes de notre croissance, on voit que le non agricole, il est stable au Maroc. Il varie en général entre 2,5 et 3%. Par contre, tout ce qui est alimentaire, il varie de 0 à 20%. Donc c'est à ce niveau-là que peut-être il va falloir revoir notre politique agricole, peut-être pour aller produire ce que nous consommons, aller vers plus de souveraineté alimentaire. C'est ce qui a été dit par Sahmed El-Halimi, le commissaire il y a quelques semaines. Ce sont ces éléments-là peut-être qu'il faut aborder et faire un débat continu et non pas le lier à la variation du taux directeur. Le taux directeur, c'est un élément parmi d'autres, mais on a tendance à vouloir focaliser l'inflation sur le taux directeur. Il va falloir aborder la composante également budgétaire, économique, mais également monétaire. Fiscal, monétaire, Moustapha El-Jay, justement, on continue donc dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a les autres leviers? Il y a la politique budgétaire, oui, bon, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans l'économie, on en parle tout à l'heure, sur l'agriculture 10 milliards, sur le transport 4 milliards, en plus le tourisme, etc. Il y a la politique fiscale aussi, quand vous parlez des PME, TPE, là je pense qu'ils seraient plus sensibles à une politique fiscale qu'à une politique monétaire, je ne sais pas, je vous pose la question. Tout à fait. Donc, juste pour compléter, comme a dit le professeur Komat, maintenant, l'inflation, notamment pour l'alimentaire, elle devient structurelle et que l'impact du taux directeur sur ces tensions inflationnistes n'est pas mécanique et on l'a vu. On le voit aux États-Unis, même peut-être en Europe, parce que c'est des économies transparentes, structurées. Et chez nous, on voit que l'impact, il a du mal à être assez efficace pour les raisons déjà évoquées. Et je pense qu'il y a d'autres outils que Banque al-Maghreb peut utiliser déjà au niveau des politiques monétaires, et notamment ce qu'on appelle la réserve monétaire. Donc, il ne faut pas oublier que la réserve monétaire est maintenant pratiquement à 0%. Oui. Et quand vous déposez 100, une banque peut prêter 100. Avant, il était à 10, et la Banque al-Maghreb peut l'augmenter jusqu'à 20 pour réduire la masse monétaire en circulation. Il y a l'informel et C'est pas un peu risqué, ça? Non, ce sont des outils. Ce sont des outils. Pour le moment, Banque al-Maghreb ouvre les robinets parce qu'elle les avait déjà ouverts durant la période Covid pour irriguer un peu l'économie et pour ne pas bloquer la machine parce que c'est des périodes très difficiles. Vous avez aussi le volet fiscal, mais le volet fiscal, nous avons vu, en tout cas sur les TPME, qui était à un certain moment en deçà de 1 million de dirhams à 10%. Maintenant, ce taux a été levé et on l'avait vu que tout le monde reviendra à 20%. Je ne sais pas si c'est un taux qui est attractif pour les TPME. Au contraire, les TPME se plaignent parce que ce taux de 20% sur lequel ils vont revenir sur les 4 ans va les pénaliser. Surtout les petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires en deçà de 10%. Donc c'est un ensemble de variables qu'il faut gérer avec beaucoup de prudence et ce n'est pas des sciences exactes, ce n'est pas évident. Ben justement, ce n'est pas des sciences exactes. Et je voudrais juste souligner que cette inflation maintenant endogène est pour l'alimentaire notamment et devient un peu structurelle, qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont fait, qui ont augmenté les salaires et que au Maroc, peut-être, je sais que dans certains secteurs, notamment le secteur bancaire, il y a une augmentation générale de 500 dirhams pour les salaires moyens au-delà de 240 000 dirhams par an. Peut-être pour le privé, pour l'État, il est peut-être temps de faire un petit geste pour essayer un petit peu, au moins de préserver partiellement le pouvoir d'achat de ces Marocains. Parce que depuis maintenant 9 mois, si je prends quelques exemples, on parle de la tomate. Maintenant, la tomate est toujours à 8, 7, 10.
Elle ne reviendra jamais à 3 et 4. Et la même chose peut-être pour d'autres produits alimentaires indispensables. Alors, on reviendra justement sur cette question de produits alimentaires. Abdelghani Youmni, j'ai cru déceler une contradiction dans les propos du Wali Jouhari. Donc, d'un côté, il dit si nous disposions, je le cite, si nous disposions de données granulaires comme aux États-Unis, nous pourrions comme parler de ce que nous allons faire d'ici la fin de l'année. Mais je n'ai pas ces données. La Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, se réunit mensuellement. Ce n'est pas le cas pour nous. C'est pour cela que nos réunions trimestrielles sont importantes pour actualiser, analyser, progresser, rectifier, de manière à prendre la décision la plus opportune possible. Ça d'un côté. Un peu plus loin, ou plutôt, il dit « Nous estimons que nous sommes les mieux outillés vu notre mission en disposant des moyens humains et matériels qui nous donnent la possibilité d'aller dans les détails des indicateurs. » Moi, j'y vois personnellement une contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Alors, allez-y. Alors, il n'y a aucune contradiction, parce que c'est Altef Jouhari, quand il parle des ressources humaines dont il dispose et des moyens techniques, c'est dans les chiffres qui lui remontent. Et aux États-Unis, les chiffres remontent parce que la financiarisation de l'économie et aussi le type de monnaie qui est électronique, la monnaie aux États-Unis est très digitale, où les gens utilisent, et il y a une économie qui est formelle. Au Maroc, vous avez 40% d'économie qui est informelle, et ça a été précisé par le doyen Abdeltaïf Komat, mais aussi par Simstaf El-Jay, que nous avons un pays où il y a de l'informel, où quand on a une inflation qui s'assoit, qui devient structurelle, parce que nous avons une typologie de notre économie, qui est duale. Donc on a de l'informel, donc c'est très difficile de faire remonter. Donc pour avoir les chiffres, il faut... Si les États-Unis ont besoin de 2 mois, nous, on a besoin de 8 mois. Parce qu'il faut vraiment... Et en plus de ça, on est souvent dans des approximations tendancielles, parce qu'on essaye on fait des prévisions. Parce que les chiffres ne remontent pas. Il faudrait vraiment faire une harmonisation monétaire et fiscale. Il y a beaucoup de travail qui a été fait au Maroc. Aujourd'hui, l'administration fiscale, sur ce qui lui arrive, fait un travail qui est excellentissime. Mais sur ce qui arrive... Il y a beaucoup d'entreprises, de TPE, vous avez, Simstaf El-Jay a parlé des TPE, il y a beaucoup de TPE qui sont dans l'informel et qui ne déclarent pas tout. Donc, tant que vous n'avez pas de remontée de chiffres, et puis il y a une chose, 80% des entreprises marocaines sont des très, très petites entreprises avec moins de 10 salariés. Et puis, regardez ce que vous dites, vous parlez par exemple pourquoi il n'y a pas de données qui remontent. Regardez, nous avons à peu près 27 millions d'actifs. Mais nous avons seulement 7 millions de personnes qui sont affiliées à la CNSS. Ça prouve que nous avons 20 millions de personnes qui sont en dehors du circuit formel. Comment vous pouvez avoir des données granulaires et les analyser? C'est impossible. Alors la deuxième chose, c'est le taux d'épargne. Le taux d'épargne au Maroc, par exemple, quand on le regarde, on est à presque 30%. On est à 29,7%. C'est un très très bon chiffre. Mais à le regarder de près, il y a 10 points de ce taux d'épargne qui appartiennent aux Marocains du monde. Et donc, ce n'est pas le reflet du revenu des gens et de la participation des gens. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne trouve aucune contradiction. Moi, je trouve que sur la région MENA et sur le continent africain auquel on appartient, je pense que nous avons les institutions de statistiques et de prévision les meilleures de cette région. Quand on prend le ACP, Banque El Maghreb, les ministères aussi. Moi, il y a beaucoup de pays de notre continent africain sur lesquels je travaille. Quand je rentre pour avoir les données, je ne les ai pas. Alors que nous avons des données trimestrielles. Il y a des études qui sont faites. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Ce qu'il dit est très vrai. Il y a des économies où les données sont pointues et on peut les recouper rapidement. Et puis, il y a des pays où on a du retard parce qu'il n'y a pas de remontée de la part. Je dis ça parce qu'on utilise à peu près les mêmes leviers, oui. Donc taux directeur, alors que bon, c'est pas les mêmes augmentations, c'est pas les mêmes niveaux, c'est pas les mêmes informations. C'est pour ça que je posais la question. C'est clair. Moustapha El-Jay, donc je reviens à vous pour le marché financier. Alors justement... Est-ce qu'il y a une corrélation, enfin une oui, tout à conséquence? Tout à fait, parce qu'on l'avait vu. Au moins là, c'est clair. La preuve, c'est que quand la décision, je crois, du mardi dernier a été prise de maintenir le taux directeur à 3%, la bourse de Casablanca a fait dans la même journée plus 3,1%. Donc c'est vraiment un saut spectaculaire. Le flux qui était aux alentours de 40-50 millions de dirhams, il a terminé vendredi à 1 milliard de dirhams. Parce que le marché secondaire, notamment la bourse, est impacté directement. Parce qu'il y a un effet d'éviction. Quand les taux directeurs augmentent, comme l'a dit Sidi Omni, les taux de rémunération
de l'épargne augmente, les taux des obligations. Donc, les investisseurs vont là où les rendements sont meilleurs. Donc, la bourse Casablanca avait besoin de ce coup de fouet, de souffle d'oxygène. Elle était un peu agonisante avec le Covid. C'était passé quoi le jour où il y avait la décision de la 3e augmentation en mars? La bourse a baissé de moins de 2,9. Okay. Ils attendaient donc, les sociétés de bourse et les traders attendaient cette décision. Donc là, c'est une bonne chose pour la bourse de Casablanca. Surtout, nous sommes de ce qu'on appelle un market frontier, un marché frontière, où on a pas mal d'investisseurs qui doivent revenir, surtout les institutionnels. Il y a également, il ne faut pas oublier aussi le rapport avec le taux de change. Quand vous augmentez le taux directeur, il se peut qu'il y ait des investisseurs qui viennent chez vous. Donc, il y a une demande sur le dirham et ça a permis au dirham de se maintenir. Okay. Et c'est un impact aussi sur notre taux de change. Il reste stable, je pense, sur 15 ans, 20 ans. On est toujours entre 10 et 11. Donc, avec Maghreb gère, comme il a dit, de manière brillantissime. Donc, ce tunnel, sachant que nous sommes dans une vague, je dirais, d'assouplissement. Moi, j'ai été lundi dernier à la rencontre de Séjouré avec la présidente, la DG du FMI. Il avait dit, nous, on fait comme le chameau pour le change. On met le premier pas et après, on le pose. Ah non, on met le deuxième pas. Il ne faut pas nous bousculer pour ne pas tomber sur le cas de l'Égypte et la Tunisie. Et la Turquie. Et la Tunisie, les trois. L'économie turque est forte, mais des économies égyptiennes et tunisiennes, surtout l'économie égyptienne est très, très faible. Donc, il y a un impact, et il y a bien sûr un impact sur l'investissement, parce que quand vous renchérissez le taux de financement de l'investissement se baisse et se réduit. Donc voilà les trois composantes qui sont un petit peu l'impact globalement sur le marché financier. C'est Abdeltef Komat. Alors, je reviens un peu à cette inflation domestique, l'origine alimentaire ou agricole, avec les problèmes agricoles. Nous sommes à 4 années de sécheresse assez difficiles. Nous sommes dans une année de sécheresse difficile. Est-ce que vous ne pensez pas que cette inflation pourrait repartir maintenant? Elle s'est calmée. Effectivement, elle a une pause relativement réduite, pas beaucoup, mais relativement réduite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la rentrée, c'est-à-dire à partir de septembre, octobre, quand on commencera à puiser sur les stocks 2023, il n'y aurait pas grand-chose? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une augmentation de l'inflation? En tout cas, on ne l'espère pas. Personne n'espère. Ça, on est d'accord là-dessus. Les éléments dont nous disposons, les éléments d'analyse, peut-être nous laissent croire qu'on est plutôt tendance baissière. Alors, pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a de la technicité au niveau du calcul de l'inflation. Il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle les références de base. Alors, pour les premiers mois dans lesquels l'inflation a été élevée, notamment au mois de février, mars, etc., c'est en référence au taux de l'inflation de l'année d'après. Vous savez que, lorsqu'on donne le taux d'inflation d'un mois, ça correspond au taux du même mois de l'année d'avant. Alors, par exemple, février, où le taux d'inflation était de 10,1, février 2022, l'inflation était encore à 3-4%. D'accord ? C'est ce qui explique ce gap qui a donné le taux de 10% en février. Par contre, l'inflation pour le second semestre 2022 était élevée. Et donc, ce qui fait que la référence est déjà élevée, ce qui nous laisse croire que même s'il y aurait inflation, il va continuer, ça ne sera pas dans des proportions qui dépassent ce que nous avons vécu durant le premier semestre. Ça, c'est une première explication. Alors, également, il faut dire que selon Banque El Maghreb, parce qu'il faut également se fier à l'analyse de Banque El Maghreb, qui prévoit un taux d'inflation moyen annuel de 6,2%, sachant que pour le premier semestre 2023, nous sommes aux alentours de 7,5 à 8%. Donc, ce qui nous laisse croire qu'on devrait avoir un taux de croissance, un taux d'inflation entre 4,5 et 5% pour le second semestre. Donc, ce sont les analyses, je dirais, scientifiques. Maintenant, le troisième volet, c'est ce qui se passe au niveau international. Que ce soit en termes de prévision d'inflation, que ce soit en termes des prix des produits dont nous sommes importateurs qui déterminent notre taux d'inflation. Par exemple, le baril du pétrole, qui était monté jusqu'à 118 dollars le baril. Aujourd'hui, il est à 75 et on estime qu'il va terminer l'année à 79.
Ce sont les estimations. Donc, il y a une stabilité au niveau du prix du pétrole. Également, il y a une tendance baissière au niveau des produits alimentaires. On parle aujourd'hui même jusqu'à moins 10% par rapport au prix de l'année dernière. Et donc, ce qui fait que tous les éléments nous laissent confiants. Bien évidemment, sauf, je dirais, des exceptions, parce que vous savez, en fait, aujourd'hui, les prévisions sont difficiles à faire. Autant peut-être à un certain moment, on avait la possibilité de faire des prévisions sur une année. On avait même des plans triennaux, quadriennaux. Aujourd'hui, on a du mal à prévoir les choses, même sur un plan trimestriel. Mais les éléments dont nous disposons aujourd'hui nous laissent croire que l'inflation devrait continuer sa tendance baissière sur le second semestre 2023. Alors, Abdelghani Youmni, les taux directeurs en Europe sont plus élevés. Ils sont à 4,5, 5. Ouais. Ici, nous sommes à 3. Ouais. Nous avons, premier chiffre, nous avons 100 milliards, un peu plus de 100 milliards de dirhams qui arrivent. Question directe. Est-ce que vous ne pensez pas que nos transferts, nos MRE, je sais qu'il n'y a pas que du placement d'argent, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait impacter ces transferts de plus de 100 milliards de dirhams sur l'année, bien sûr, on n'y est pas encore. Est-ce que vous ne pensez pas pour placer l'argent en Europe plutôt qu'ici? Alors, en préparant cette émission, je me suis intéressé aux publications de l'Office d'échange. Et il se trouve que sur les 20 dernières années, et moi j'ai donc ces documents, c'est une courbe qui est véridique, c'est que les transferts des Marocains du monde sont passés de 22 à 100 milliards de dirhams sur les 20 dernières années. Donc c'est un bond de 5 fois, c'est énorme. Parce que ce n'est pas des millions, c'est des milliards. Alors, après, moi j'ai deux explications connaissant un petit peu la réalité de notre diaspora marocaine à l'étranger. C'est que notre diaspora marocaine à l'étranger, elle ne fait pas des transferts pour investir ou pour épargner. Il y a 75% de cette partie qui est orientée famille pour des dépenses domestiques, de fêtes religieuses, d'achat de vêtements, d'achat de nourriture, de paiement de loyer, de fêtes. Mais il y a seulement 4% qui sont orientés épargne et investissement immobilier. Seulement 4%. Donc c'est très peu. Donc il n'y aura aucun effet du taux directeur sur ça. 4%, c'est 4 milliards de dirhams. Oui, c'est pas énorme, 4 milliards. Mais c'est beaucoup et c'est peu. Mais par contre, il faut dire une chose, c'est que dans cette diaspora aussi, il y a un renouvellement de génération. C'est que le Maroc, avec son dividende démographique, reste un pays de départ. Aujourd'hui, pour les premières générations, on est sur des retraités et normalement, ça devait se tasser. Non, ça augmente. Pourquoi ? Parce qu'on a de nouvelles générations de Marocains qui émigrent à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, les premiers pays qui font des transferts, c'est l'Espagne, l'Italie et la France. Après, il y a l'Arabie Saoudite et puis l'Allemagne et la Belgique. Donc, c'est vraiment une démographie un peu intéressante, mais je ne crois pas que le taux directeur aura un effet. Les Marocains vont continuer à faire des transferts d'argent vers leur pays d'origine. C'est rare dans le monde, mais ça montre aussi quand même les liens qui existent entre la famille, le Maroc et ces personnes qui vont à l'étranger. Si je peux juste apporter un complément, ça s'est accéléré, si vous l'avez remarqué, 2016, ça s'est accéléré pour la période du Covid. Et pourquoi, d'après vous? Une des raisons, c'est que les familles qui sont installées, les Marocains installés donc, dans le reste du monde, transféraient à leurs familles qui n'avaient plus de revenus durant le Covid. Donc celui qui transférait ou celle qui transférait 100 ou la 200 euros est passé à 300 euros parce que les gens au Maroc, pendant 18 mois, pratiquement, n'avaient pas de revenus. Il fallait les aider. Donc, ça a boosté les transferts. Mais il y a un grand mais. Attention à ce qui se prépare à la directive européenne qui va arriver, qui risque de faire un peu mal au Maroc. Donc, je pense que là, Banque Maghreb, le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement prend les choses, je dirais, très au sérieux pour un petit peu contourner cette directive parce qu'elle va un petit peu pénaliser et les banques, les filiales de banques marocaines installées en Europe et le transfert des on y reviendra dans le détail parce que c'est un sujet qui mérite une émission spéciale. C'est un vrai sujet. Exactement, tout à fait. Alors, il nous reste une petite poignée de minutes. Abdeltef Komad, vous avez dit tout à l'heure que les prévisions sont difficiles à faire. Ça, on en convient. Mais quand on voit le communiqué de Banque Maghreb, enfin les conclusions du Conseil de Banque Maghreb, quand on voit ce que dit le HCP, quand on voit ce que dit aussi le gouvernement, donc en gros, selon Banque Maghreb, la croissance devrait s'établir à 2,4% cette année, avec 55 millions de quintaux en céréales, et s'améliorer à 3,3% en 2024, sous l'hypothèse de 70 millions de quintaux.
plus ou moins, c'est ce qui se dit ailleurs. Vous avez cité aussi des chiffres sur l'inflation, de combien on va terminer avec, en 2023 et combien on ferait en 2024. Comment peut-on dire des choses pareilles alors que justement on n'arrive pas à prévoir sur 1 mois ou 2 mois? Alors à chaque fois que j'entends ces chiffres, je me dis, mais enfin, comment on peut savoir ce qui va se passer en 2024? Comment on peut savoir qu'on va faire 70 millions de quintaux de céréales en 2024? En fait, je dirais qu'on ne peut pas savoir exactement, mais on devrait pouvoir le savoir. Parce que on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Non, mais il s'agit d'éléments d'aide à la prise de décision. Vous savez que les décideurs sont obligés de prendre des décisions par rapport à l'immédiat, mais également par rapport à l'avenir. Et ils devraient être entourés de maximum d'informations et d'outils d'analyse pour prendre la meilleure décision possible. Ce n'est pas la décision exacte à 100%, mais ils devraient être bien entourés pour prendre la décision la plus proche d'une réalité qu'ils baseraient sur des éléments objectifs et scientifiques. Et donc, ils ont des outils. Maintenant, on est dans un monde tellement mouvant, tellement incertain, que même ces outils d'analyse les plus avancés ne permettent pas de prédire l'avenir tel qu'il sera dans 1 mois, dans 3 mois. Mais, je ne dirais pas que c'est un mal nécessaire, mais c'est une obligation, justement, de faire des scénarios. Alors, bien évidemment, on fait des scénarios sur la base des éléments concrets. Aujourd'hui, c'est vrai que la récolte moyenne au Maroc, c'est 75 millions de quintaux. On en a eu plus il y a 2 ans, on a dépassé les 100 millions de quintaux. On a eu moins l'année dernière avec 33 millions de quintaux. Cette année, 55 millions de quintaux. On se dit que peut-être une année qui n'est pas très bonne, mais je dirais qu'il fera la moyenne serait 70 millions de quintaux pour l'année prochaine, parce que c'est l'élément le plus variable. Le reste, plus ou moins, il est maîtrisé. Le non agricole, il est plus ou moins dans des variations légères, mais la variation la plus notable, c'est au niveau du... Et donc, sur cette base-là, il y a les prix du pétrole, il y a les produits alimentaires, mais en fait, le décideur a besoin de faire des scénarios, de prendre des décisions sur la base de ces scénarios. Alors, nous allons rester optimistes comme pour l'attribution du Mondial 2030. On va rester optimistes. C'est un outil d'aide à la prise de décision aussi. Exact. Donc, restons optimistes et voyons l'avenir du bon côté. Merci Abdelghani Youni, merci Mustafa Jek, merci Abdeltef Komat, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Encore une fois, même après quelques jours, Barka wa Shalkom Eid Mbrok. Merci.